En fait, j'ai vu tous les échelons de ma vie avec des dates fixées et je savais que j'étais sur un rail, tu vois? Et ça m'a foutu un bourdon ce truc-là. Je me suis dit: «Mais ça m'angoisse de savoir exactement où je vais». Je sais pas pourquoi. Ça en fait, ça a créé une angoisse chez moi. Très, très rapidement après ça, j'ai posé un congé sans solde parce que je me suis dit: «Si je tente pas cette aventure photo vidéo maintenant, je le ferai jamais». Bienvenue sur Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui racontent leur passion et leur rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est quand même pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à partager ou laisser un avis. Bonne écoute. Eh ben, on est pas mal. Eh ben on est pas mal. On est pas mal du tout, monsieur. Marc, C'est moi. bienvenue. Ça me fait plaisir. Bah écoute, Ça me fait super plaisir. d'être là. Bah ouais, franchement, Écoute, je te remercie. depuis le temps qu'on en parle. Écoute, ça fait une demi-heure que t'es arrivé, on vient de me lancer, donc t'es là pour le crash test et c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux de t'avoir parmi nous, parce qu'on se connaît depuis, je crois, 11 ans, à peu près. Ça fait un petit moment Ça fait maintenant. un petit moment et dans quelques années, ça fera la majorité de ma vie. Donc Ouais. on verra dans 5-6 Je ans. considère que je participe À tout ça. à tout ça. Une des autres raisons pour lesquelles je suis content que tu sois là, c'est parce que tu bosses dans l'audiovisuel. Je considère que t'es un professionnel. Tu te considères comme un professionnel, j'imagine. Professionnel, c'est-à-dire que je suis payé, hein, ça veut pas dire que c'est bon. La définition est assez large, mais elle convient. Et du coup, tu m'as aidé à setup tout ça, je te remercie. Donc déjà, j'aimerais te demander, Marc, comment tu te présentes en général? Ah! Oula, putain, tu commences fort. En général, je commence en disant que je suis photographe vidéaste et j'enchaîne sur dans l'hôtellerie de luxe. Je pense que c'est parce qu'il y a tu sais, les gens s'imaginent un tas de trucs quand tu dis photographe vidéaste. Enfin, moi, je me Oui. revois en train d'essayer de négocier un crédit à la banque et j'ai dit photographe vidéaste vraiment tout à la fin. Parce que j'ai dit: «Oui, je travaille dans le luxe avec les restaurateurs, le Ritz, le machin», puis elle prenait des notes et tout. Et puis après, à la fin, je termine par: «Ouais, en fait, je suis photographe». Là, elle pose le stylo, tu vois? Donc c'est vrai. En fait, il y a un truc de photographe, ça peut être photographe de mariage où je prends en photo des enfants à un baptême ou des enfin, tu vois? Métier important, hein, parce que enfin, voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi. Mais voilà, j'insiste sur hôtellerie de luxe parce que tout de suite, on se dit: «Tiens, on se projette 10, ouais, on se projette un peu plus» et OK. puis ça fait un poil plus sérieux aussi Donc tu considères quand même que l'appellation photographe vidéaste, c'est un peu galvaudé et les gens en ont un peu une image limitée, peut-être? ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu fourre-tout. Surtout maintenant où tout le monde est créateur, en fait, tout le monde a un téléphone, c'est un petit peu fourre-tout. Je pense que c'est de plus en plus important de ouais, donner un cadre à ce que tu fais. Parce qu'il y a tellement de secteurs où tu peux être photographe ou vidéaste que tu es obligé, sinon les gens savent pas ou comprennent pas vraiment ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, ça fait quoi, 10 ans que tu fais ça? Non, moins. Ça fait alors, à titre professionnel, moi, j'ai lancé ma boîte en 2018, donc ça fait un peu plus de 6 ans maintenant, bientôt 7, que je suis rémunéré à faire ça. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me reparles, donc tu m'as déjà fait cette anecdote plusieurs fois, mais j'ai envie que tu le redises. Avant, tu étais en CDI. Tu étais chez Deloitte, en Genre Nouvelle-Zélande. c'est ça, Où ça en Nouvelle-Zélande déjà? c'était à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, ouais. À Wellington. Et pourquoi tu es parti de faire de la photographie? En fait, en gros, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu chaotique, un petit peu sinueux. J'ai fait, prépa ingénieur parce que mon père m'a dit: «Fils, tu seras ingénieur». J'ai dit: «Oui papa, je sais pas ce que je veux faire, donc ça m'a l'air bien». Et aussi parce que, on m'avait un peu présenté ça comme étant la filière où en gros tu peux repousser ton choix de vie au dernier moment. Mmh. Moi, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. D'ailleurs, je ne sais toujours pas. Mais, j'ai repoussé ce truc-là au dernier moment, donc j'ai fait prépa ingé. Je me suis rendu compte très, très vite en arrivant en prépa que c'était pas pour moi. J'ai fait: «Ouh là là, où est-ce que je suis?» Et par un concours de circonstances, j'ai pris connaissance en fait de concours passerelles qui permettaient de faire une école de commerce et ça, c'est quelque chose, je me suis dit: «Mais ça, en fait, ça me ressemble un peu plus». J'ai toujours été un peu entrepreneur depuis que je suis tout petit. Et ça a matché, j'ai eu mon concours machin, j'ai fait les decks, j'étais nettement plus épanoui là-bas qu'en prépa ingé, on va dire. Mmh. Et une opportunité s'est présentée à moi pour partir, en Nouvelle-Zélande faire du conseil. En gros, j'ai potassé tout le réseau que j'avais autour de moi et il s'avère qu'il y en a un qui a eu le malheur de me répondre en Nouvelle-Zélande et je l'ai harcelé pendant peut-être 6 mois jusqu'à ce que je décroche un entretien et je suis parti là-bas, quoi. Donc faire du conseil, donc c'est du conseil en système d'information. Donc je kiffais ce que je faisais, c'était pas le souci. Moi, mon objectif, c'était en fait, tu sais, moi j'ai grandi enfin, je t'ai raconté l'histoire 1000 fois, mais moi j'ai grandi en voyageant un peu aux 4 coins du monde et c'est pour moi, il fallait qu'il y ait une composante voyage ou une composante un peu exotique, à ce que je faisais, tu vois? Et quand en gros j'ai vu Nouvelle-Zélande, je me suis dit: «Mais c'est génial, c'est de l'autre côté de la terre, on peut pas faire plus loin par rapport à la France».
Je me suis dit, mais pas parce que je voulais quitter la France, c'était pas du tout ça, hein, mais je voulais partir à l'aventure, je voulais partir loin, quoi. Et l'opportunité s'est présentée et je dis: «Mais évidemment, je pars là-bas, quoi». Donc c'était ça la question? C'était ça la question, ouais, Très bien bien. sûr. Je suis Et dans le cadre. et du coup, ça m'interpelle, c'est une question que je voulais te poser. Donc tu mentionnes que ton père a fait donc lui aussi école d'ingénieur. D'ailleurs, on en rit, mais il bosse pour les plus grands dictateurs de ce monde. C'est vrai. C'est quoi ton noyau familial de base? Que font tes parents et d'où vient cette envie d'entreprendre, en fait? Parce que de ce que je comprends, c'est pas quelque chose qui t'a été inculqué, ça a été un besoin qui est venu sur le tard, en tout cas. Ouais. D'où ça vient? Si tu veux, alors moi j'ai grandi en expat. En gros, on changeait de pays tous les 2 ans. J'ai fait, la Russie, Tunisie, Chine, Singapour et je suis rentré en France pour la classe de 5e. Donc j'avais, je sais pas 12 ans, un truc comme ça. Parce que mes parents se sont dit: «Bon, si on veut pas qu'ils deviennent un peu trop chelous, faut qu'on ait un minimum de cadre, un minimum de structure». Et donc en fait, mon noyau familial, moi, c'est pas tant un lieu qu'un groupe de personnes. Tu vois, il y a des gens qui ont un peu la maison familiale, c'est là où ils ont grandi, machin. Moi, j'ai pas trop eu ça parce que j'ai jamais grandi là-dedans. Pour moi, c'est en fait, où sont mes parents et où Ouais. est ma famille immédiate, ça, c'est vraiment mon noyau, tu vois? Et du coup, j'ai grandi là-dedans et c'était un peu de là que me venait ce truc de, je sais pas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir des moi, j'arrive pas à rester stable. J'ai besoin de, tous les 2 ans, tester un nouveau truc, faire quelque chose de différent. Ma sœur, c'est le parfait opposé. Elle est hyper casanière, elle a besoin de cadre, elle a besoin de rester au même endroit, elle a besoin de ses proches, hyper proches, tu vois? Bah, j'ai pas peur de voyager, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des trucs, tu vois? Donc ça, sur la partie voyage. Sur la partie, entrepreneuriat, en fait, j'ai de la chance parce que et ça, je le remercierai jamais assez, mais si tu veux, mon père, très tôt, il m'a fait comprendre, je crois qu'il m'a posé devant Excel ou devant un ordi quand j'avais, je sais pas, 6 7 ans et puis il me dit: «Regarde, la machine fait pour toi». Et en fait, ce truc-là m'est resté et en fait, moi, j'ai grandi dans un univers où en fait, si tu veux, moi, je pense que j'ai découvert internet un peu plus tôt que les gens de mon âge parce que c'était le seul moyen que j'avais de rester en contact avec mes potes quand je quittais un pays. Parce que OK. comme on quittait un pays tous les 2 ans, bah, moi, je perdais tous mes potes, fallait que je reprenne à zéro, tu vois? Et en fait, assez jeune, hein, je crois que j'étais CM1 même avant, j'ai l'impression que tu un dinosaure à dire ça, mais à l'époque, envoyer des mails, c'était pas non plus, tu sais, on n'avait pas des smartphones, la connexion, c'était un enfer, machin, Bien sûr, ouais. mais moi, je gardais contact avec mes potes via les mails. Et du coup, la notion de utiliser internet ou utiliser, des machines pour faire des trucs pour toi, Mmh. c'est un truc que mes parents m'ont inculqué, mais méga jeune. Et en gros, ouais, ils m'ont dit: «Enfin, n'aie pas peur, teste des trucs, machin». Et en fait, ouais, je peux te raconter si tu veux, mais j'ai monté un paquet de petits projets quand j'étais au collège, des trucs à droite à gauche. Moi, je t'ai connu, tu étais quoi? Tu étais en terminale, à peu près? Ouais, Donc première terminale. c'est quelques années après ça. Ouais, Et on arrive du coup à la création de quelque chose qui s'appelle Minecraft Europe. ouais. Parce que pour mes potes et même pour moi, c'est comme ça que je te présente un peu encore aujourd'hui quand on me demande comment on s'est connus. Je dis: «Ah bah Marc, bah c'est un pote de Minecraft» et les gens comprennent pas parce qu'on a quoi, 28-30 ans et ils font: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas au Minecraft?» Et du coup, j'aimerais que tu m'expliques comment ça t'est venu l'idée, donc avec Édouard, un ami, hein, Bien sûr. de créer Minecraft Europe et comment ce projet-là a pris de l'ampleur en plus? Alors que tu avais encore une fois même pas 18 ans? En fait, si tu veux, c'est comme la plupart des projets que j'ai menés depuis que je suis petit, moi, ça a toujours été un truc de en fait, tu testes et tu vois. Mmh. Si tu veux, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, tu apprends. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment c'est vraiment comme ça que je fonctionne sur plein de trucs, sur tous les projets que j'ai lancés, quels qu'ils soient, ça a toujours été comme ça. En fait, en gros, pour l'histoire, donc mon meilleur ami Édouard, avec qui je suis pote depuis, bah, la classe de 5e, en fait, depuis que je suis arrivé en France. En fait, il a débarqué chez moi comme une bombe juste avant le bac. Il m'a dit: «Il y a un jeu, c'est où? Faut que tu l'achètes». J'ai dit: «OK», j'ai acheté ça. Je connaissais même pas le jeu, j'avais pas vu de vidéo, rien. Il m'a dit: «Achète ce jeu». J'ai dit: «OK», donc j'ai acheté. Et c'était Minecraft et en fait, je le revois, on a geeké, mais on a fait n'importe quoi. On faisait des journées Skype où en fait, on se levait, on se mettait sur Skype ensemble et on laissait Skype tourner toute la journée pendant qu'on jouait tous les 2 Ouais, sur Minecraft. Mais ça me parle. j'ai jamais autant geeké de ma vie. Genre, ça a été la période ultime No Life et je crois c'était l'été, je sais plus quelle année, mais j'avais 18 ans, quoi. 2013? Ouais, 2012, Par là, ouais. même avant, même c'était 2011. Parce que ouais, enfin bref, entre 2010 et 2012, Mmh. il y a un été où vraiment on a passé l'été entier à construire. Et en fait, Excellent. on s'est fait un kiff, en fait, on a créé un monde, vraiment on s'est éclaté. On passait des heures et des heures à jouer à Minecraft, je revois, j'ai des captures d'écran où on avait des appels Skype qui duraient 13 heures. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'était n'importe quoi. Et en fait, on s'est dit, «Viens, on partage, des captures d'écran». Il y avait des forums sur lesquels on traînait, jeuxvideo.com, des groupes Facebook, des machins. Et en fait, moi, ça me faisait kiffer de partager des captures d'écran de ce que j'avais Mmh. fait. Et en fait, il y a eu un élan de ouf. Les gens étaient là: «Waouh, c'est trop bien, est-ce qu'on peut jouer avec vous?»
Je dis: «Mais stylé ça, il y a un vrai élan derrière ce qu'on fait, c'est cool». Et de l'argent à faire surtout. Ça, c'est venu très, très tard, je précise. C'est venu très, très, très tard ça. En fait, on a vraiment pas flairé le business tout de suite. Nous, c'était il y a des gens qui ont envie de jouer avec nous, c'est cool. C'était à la base, c'était vraiment ça. On a enfin des potes. On a enfin Waouh! on a enfin des amis, c'est génial, tout ça grâce à des captures d'écran. Ça va être des vraies relations. Heu et en fait, en gros, ouais, je partageais des captures d'écran sur des forums, et il y a plein de gens qui nous disaient: «Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Est-ce qu'on peut jouer avec vous?» Je dis: «C'est génial». Et là, il y a eu une phase un peu de recherche de bon, techniquement, comment ça marche? Parce que le problème de Minecraft, comme en fait, c'est un jeu de Lego en ligne, Ouais. c'est que si tu invites, des inconnus, ils peuvent venir, ils peuvent tout casser. Et en fait, j'ai découvert tout un univers qui était l'univers de en fait, tu peux, paramétrer ton serveur, et tu as des plugins, tu as des logiciels, des machins qui te permettent voilà, de donner un peu plus de cadre à ton univers. Et grâce à ça, en fait, on a réussi à se protéger un petit peu en se disant: «Bah, voilà, les gens qui sont pas Édouard et moi et qui viennent sur le serveur Peuvent pas tout casser. peuvent pas tout casser, c'est des touristes, ils peuvent visiter». Et en fait, il y a tellement de gens qui sont venus, on s'est dit: «Mais attends, mais il y a un truc là, c'est cool». Enfin, on savait pas vraiment la forme que ça allait prendre à l'époque, mais on s'est dit: «Il y a un marché, il y a un enfin, peut-être pas un besoin, mais voilà, il y a un élan». À ce moment-là, Minecraft Europe en soi existe déjà ou c'est juste un serveur C'est juste un solitaire? serveur, c'est vraiment juste un serveur, c'est, Édouard et moi, on joue et on se dit: «Bah, tu sais quoi? On va peut-être ouvrir un truc», on sait pas encore ce que ça va prendre. Et on passe quelques semaines à, je vais dire brainstormer, mais on était tous les 2 autour d'une feuille à définir ouais, les règles du jeu, et cetera, réfléchir comment est-ce qu'on va monétiser ça, parce que, bah, louer un serveur, ça coûte cher, enfin cher. Tu vois, si c'était mettre 20 €, on était tranquille, c'est bon, mais à cet âge-là, avoir une mensualité, Ouais. il y a un stress quand même. Tu vois? On va le faire tourner, mais combien de temps? Je me souviens, à cette époque-là, donc j'avais peut-être j'avais 2 ans de moins que vous, 3 ans de moins que vous, Ouais. j'étais déjà au lycée. Je me souviens qu'à l'époque, déjà, acheter une application sur le Play Store, c'était, tu un peu un alien. Tu mets de l'argent dans, internet, c'est trop bizarre. Bah, ouais. Donc j'imagine qu'investir dans un serveur, pour d'autres gens, Oui. c'est un alien, Bah, quand même. il y avait un peu un stress avec ça. C'était, OK, on peut le faire, mais voilà, nous, on était très stressés à l'idée de pas nécessairement de faire du profit. Mmh. Ouais, nous, on était stressés par, en fait, juste est-ce qu'on va réussir à rembourser nos frais, quoi? Parce que si on Oui. avance de l'argent et qu'il y a pas de joueurs et qu'il y a personne qui paye, bah, combien de temps ça va durer, quoi? Donc nous, on voulait pérenniser le projet, et donc on a Ouais. passé quelques semaines vraiment à réfléchir, à construire. On est tombé sur cette idée de faire Minecraft Europe. Donc Minecraft Europe, l'idée, en fait, pour se démarquer un peu des serveurs qui existaient déjà, on s'est dit: «Mais il faut qu'on fasse une communauté européenne», un truc un peu, International. ouais, international, où les gens viendraient des 4 coins du monde, discuter, machin, Ouais. ce serait génial. Bon, il y a que eu des Français. Il y a eu 2 Américains, non, un truc comme ça? Ouais, on a eu quelques Il y a eu Poster? bon, il y avait un Américain qui s'appelait Poster Anonymous, j'ai jamais Mmh. connu son prénom. Mais voilà, l'idée, c'était de faire un truc international. Force est de constater que ça l'a pas vraiment été, mais le projet de base, c'était ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on a en fait, on a fait un lancement. Bon, il y a eu quelques galères parce que forcément, on découvrait un peu l'univers, mais il me semble que c'est la semaine du lancement, Mmh. on a rentabilisé le serveur. En fait, ouais, il est rentré dans nos frais. Donc en gros, pour raconter l'histoire, on avait mis en place un système de paiement où les gens pouvaient, moyennant un Allopass, donc Allopass, c'était des SMS surtaxés. Je précise parce que j'ai l'impression que ça existe plus. Donc avec des SMS surtaxés, nous, on récupérait sur les 3 € qu'ils dépensaient, je crois qu'on récupérait 1,20 $, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, tu prends pas beaucoup, quoi. Ouais, 40%. ouais, ils avaient une belle, Belle marge. ouais, belle marge. Et je crois que la première semaine, on était rentrés dans nos frais. On était comme des fous parce que nous, on s'attendait à perdre de l'argent pendant des semaines, le temps que ça décolle. Mmh. Et en fait, on est rentrés dans nos frais directs, et là, on s'est dit: «Mais attends, mais c'est un truc de fou, là». Et de là, ça a fait que prendre en puissance? Ça a fait ouais, c'était très progressif. Petit à petit, on a monté ce truc-là, ça a décollé, il y a eu un événement où en gros, il y a un youtubeur qui est tombé sur notre serveur, qui est venu, qui a fait une vidéo. Là, ça a fait un carton, ça s'est enflammé. Et je crois que sur le forum, donc sur le site quoi, qui est lié au serveur, on est 10 ou 11 000 inscrits, donc c'est quand même, Ouais, c'est pas rien. Et c'est d'ailleurs, c'est énorme. à cette période-là que moi, j'ai vu la vidéo de ce youtubeur, je me suis dit: «Oh mais trop bien, ils ont un dieu cochon, vas-y, j'y vais, excellent!» En fait, c'est ça, il y avait tout un lore, tout un univers, tout un ouais, toute u Une légende, en fait, un mythe, une mythologie derrière le serveur. ouais, c'est ça, et c'est ça qui a plu, je pense, hein, mais Et 11 ans plus tard, on est là pour en parler. C'est 11 ans plus formidable. tard, on est là pour en parler. C'est ça qui est ouais, c'est ça qui est bien. Mais du coup, donc on n'est pas là pour parler que de Minecraft Europe pendant 1 heure, hein, même si ça les vaudrait largement. J'adore. Donc tu avais ton père qui t'a poussé à faire des choses de tes mains, en fait. Donc tu as commencé à bidouiller un petit peu. Juste pour savoir, Minecraft Europe, ça te prenait combien de temps par semaine, par jour? C'était assez conséquent quand même, j'imagine? Ouais, c'était conséquent. En fait, c'est impossible à quantifier parce qu'en fait,
c'est pas que ma vie était consacrée à ça, mais je consacrais énormément de temps à ça. Tous les jours. Tous les jours, il y avait du temps qui était consacré, que ce soit 10 minutes ou 4 heures. Donc c'était constant, constant. Là où c'est devenu compliqué, c'est quand je suis arrivé en classe prépa. Là, derrière, ça suivait plus. Moi, je me donnais des obligations de réussir à quand même maintenir, parce qu'il y a quand même tout un aspect technique qu'il faut gérer. Enfin, ça tourne pas tout seul. Mais ça devenait de plus en plus compliqué. Mais ouais, pour répondre à ta question, c'était tous les jours. Ok. Tous les jours, il y avait du temps qui était consacré à ça, que ce soit 10 minutes ou 4 heures, il y avait du temps. Mais c'est un peu un projet passion pour un lycéen de jouer à un jeu dont on devient une communauté qui, en plus, te ramène un peu de thunes quand même. Ouais. Il y a un côté hyper ludique, en fait. Donc, tu as mêlé l'utile à l'agréable, grosso modo. Bah, en fait, ouais, moi je me suis éclaté. Vraiment, c'est au-delà du jeu lui-même, on a plein de souvenirs, on s'est éclaté, on a fait plein de choses. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est de voir. Et c'est marrant de formuler ça comme ça, parce que c'est un peu ma vie, entre guillemets. Mais en gros, on a réussi à rassembler des gens qui se connaissaient pas grâce à Internet. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, moi, un de mes trucs préférés, quand je suis arrivé, vraiment, quand le serveur a pris en puissance et a explosé, un des événements qui m'a le plus marqué, c'est, en fait, on avait créé un petit serveur vocal où les gens pouvaient discuter, entre eux pendant qu'ils construisaient. Et puis à un moment, je me connecte sur le serveur vocal et puis je vois qu'il y a 15 personnes qui sont en train de parler tous ensemble et ils ont construit une ville ensemble. Et j'arrive, je vois tous ces joueurs qui courent dans tous les sens, ils sont en train de construire des maisons, des machins, ils sont tous en train de parler, ils ont des délires, ils ont des blagues et tout machin. Et puis, forcément, moi je commence à creuser, je leur dis: «Mais c'est ouf, c'est trop bien ce que vous avez fait, c'est incroyable, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Vous venez d'où en gros?» Et ils me font: «Ah mais en fait, nous on s'est rencontrés il y a 2 jours en ligne sur le serveur, quoi». Et ils ont créé une ville. Ils ont créé un univers, ils avaient des blagues, ils avaient des private jokes, ils avaient un vocabulaire, Il y avait un maire, des adjoints, il y avait une hiérarchie. il y avait toute une civilisation Mhm. et des délires entre eux. Ils étaient tous devenus méga potes et ils se sont rencontrés 2 jours avant en se connectant au serveur. Ils se connaissaient pas avant. C'est génial. Et ça, enfin pour moi, ça c'est un des plus beaux trucs. J'ai trouvé ça magnifique. C'était quelle ville? C'était une ville qui s'appelait Ritanos. Ritanos, oui. Voilà. C'est bon, ça me revient. Et je me rappelle, quand j'ai raconté ça avec Édouard, avec Édouard, le cofondateur, on était comme des fous. On s'est dit, on a créé des amis à partir de rien, quoi. Enfin, non, moi je trouve ça magnifique. C'est créer des copains, on C'est enfant des créer copains avec qui jouaient au ballon. Ben ouais, non, mais c'est ça. Mais Et donc, tu arrives à la classe prépa où tu as un peu moins de temps à investir dans le projet. Ouais. Au bout de quelques années, le projet s'essouffle et finit par un peu mourir. Ouais. On en garde du coup quand même une poignée d'amis qu'on a encore aujourd'hui. bien sûr, Et donc, on arrive, tu fais les decks ensuite. le commerce. Ouais, tu arrives avec cette envie de voyager et cette débrouillardise. Et tu finis chez Deloitte. Ouais, c'est ça Et exactement. de là, il se passe quoi? Alors moi, donc je suis chez Deloitte, j'aime bien ce que je fais. C'est voilà, je m'éclate, je gagne bien ma vie, je rencontre je me fais un vrai noyau de potes là-bas en Nouvelle-Zélande. Franchement, non, j'ai une situation qui est vachement cool, qui est vachement Mhm. bien. Mais à côté de ça, en fait, j'ai la photo et la vidéo que j'ai toujours kiffé faire. J'ai la chance d'avoir fait, quelques beaux voyages et vraiment je me suis éclaté, j'ai fait des super photos, enfin vraiment, c'est une passion. C'est une passion qui remonte à très, très loin. En fait, moi, j'ai commencé à faire des vidéos, tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais la webcam Logitech, tu sais, Ouais. la boule grise là, Bien sûr, ouais. sur un petit socle triangle. J'avais ça et en fait, je faisais des vidéos de skate. En gros, j'avais une rallonge USB que je raccordais à l'ordinateur et comme ça, je pouvais mettre la caméra suffisamment loin pour faire des vidéos de skate. Et en fait, non, mais c'était une catastrophe. Mais en fait, et je partageais ces vidéos de skate en ligne, machin. Il y avait même pas YouTube à l'époque, fallait que les gens téléchargent les vidéos. Et en fait, du coup, j'ai toujours adoré la photo, la vidéo, créer, et cetera, machin. Mhm. Et voilà, mes parents m'ont offert un appareil photo pour Noël une année, j'étais comme un ouf. Tu l'as encore aujourd'hui? Je l'ai encore, genre, ah bah bien sûr, c'est une relique. Je l'ai vu chez toi. Il est sur une étagère ou Bien sûr, Ah, ok. c'est le Canon. Et donc une relique, et bref, donc j'ai toujours adoré faire de la photo, la vidéo, ça m'a éclaté. Juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai eu la chance de faire un échange en Inde, et là vraiment, en termes de photos, c'était une révélation. Mmh, J'en ai pris plein les yeux. Je pars en Nouvelle-Zélande et je kiffe. Franchement, c'est trop bien, je m'éclate, j'ai une super situation, c'est génial. Mais à côté de ça, j'ai la photo, la vidéo, je me dis: «C'est quand même cool, j'aime bien, mais bon, Ouais. je sais pas de quelle forme ça prend, machin». Et il s'avère que quelqu'un, au sein de la boîte, me dit: «Bah écoute, moi j'écris des articles pour Fiji Airways», Mhm. donc le magazine qui est dans les avions Fiji Airways, et j'écris un article sur l'Inde, j'ai appris que tu avais fait des photos de l'Inde, est-ce que ça te dit on bosse ensemble? Je dis: «Mais trop bien, De ouf, énervé, clairement. Premier contrat. premier contrat, truc de Mhm. fou». Je sais plus combien j'étais payé, c'était une misère, c'était genre 50 ou 100 balles. Ah, c'est de l'argent que t'as gagné tout seul. Ouais, mais c'était un moment parce que vraiment il y a eu un truc de
quand elle m'a ramené le journal, elle m'a tendu une copie du journal, du magazine de l'avion où il y avait son article et en dessous il y avait écrit photo by Marc Adjamou, puis tu avais des photos qui étaient gravées et c'était dans tous les avions Fiji Airways. C'était l'édition, moi je me rappelle plus le mois ou l'année, mais c'était ouais, je l'ai à la maison, bien sûr. Ah bah, c'est une relique. Bien sûr. Et en fait, ce truc-là, il y a eu un déclic. Je me suis dit: «Mais c'est ouf». En fait, et je me suis dit: «Mais je crois que je kiffe faire ça» et j'ai commencé à essayer de, tu sais, démarcher, mais sans vraiment savoir ce que je faisais, tu vois? J'envoyais des messages à des journaux, j'envoyais des messages à des magazines, mais en fait, j'avais aucune idée de la forme qu'allait prendre, voilà, le métier de photographe. Moi, je connaissais rien. Je savais juste que j'aimais bien faire des photos et que je pouvais les vendre. Bien sûr. Mais le reste, je connaissais rien du tout et Et donc ça, c'était en parallèle de Deloitte? c'était en parallèle C'était en de parallèle de Deloitte, Deloitte. ouais. En fait, j'ai vendu des photos sur 2 éditions du magazine. Je crois que Ça fait 200 € quoi, content, ouais, mais en fait, même ils m'auraient pas payé, j'aurais été comme un fou parce que j'étais en gros, j'étais un auteur publié. Oui, c'est ça, ouais. Il y a eu un moment de, putain, il y a mon nom là qui est écrit. Quelque part dans des prospectus, dans Bah un ouais, avion. c'est ça, que des gens feuillettent en mangeant leur sandwich dans l'avion, un peu déchiré. Ouais, mais c'est que quelque part, tu as quand même eu l'approbation de quelqu'un qui travaille dans le milieu, qui s'est dit: «Les photos sont suffisamment bonnes pour qu'elles puissent être, mises en page, dans nos bouquins». Enfin voilà, c'est en termes de street cred, tu as passé le premier cap, quoi. Il y a C'est il y a hyper il y a il y intéressant. a eu, il y a eu une vraie validation, ouais. C'était, Et donc là, rappelle-moi, tu es resté combien de temps chez Deloitte? j'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi quand même? Ah 2 OK, ans et demi. j'avais moins en tête. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu veux, donc j'avais ce truc-là qui me restait en tête de, putain, la vidéo, la photo, c'est cool, mais je sais pas ce que je fais et tout machin, donc je tâtonnais un peu. Ouais. Il y a 2 choses qui se sont passées. Première chose, c'est que je me suis réveillé un matin et puis en fait, j'ai eu l'autoroute de ma vie. C'est-à-dire que, voilà, j'étais passé de consultant junior à consultant, consultant à consultant avancé ou je sais pas quoi. J'avais ma promotion consultant senior, dans 2 mois. Je savais que je serais manager dans, 2 ans plus tard, que je serais associé, en fait, j'ai vu tous les échelons de ma vie avec des dates fixées et je savais que j'étais sur un rail, tu vois? Et ça m'a foutu un bourdon, ce truc-là. Je me suis dit: «Mais ça m'angoisse de savoir exactement où je vais». Je sais pas pourquoi. En fait, ça a créé une angoisse chez moi. Alors je comprends à 100 mais ça, tu t'y attendais pas? Non, bah, en fait, si tu veux, comme, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'étais un peu à l'aventure. J'étais un peu en mode, bah, je kiffe, je rencontre des gens, je me fais des potes, machin, c'est vraiment un matin, j'ai eu le déclic de, putain, en fait, si je reste là, ouais, super, je serai associé, machin, dans 20-30 ans, mais je m'en étais pas rendu compte, j'étais un peu au jour le jour. En À fait, fond bossé c'est là-dedans. peut-être le temps que la routine s'installe et que tu te dises: «Bon, bah, en fait, demain, je repars pas dans un autre pays parce que je suis installé, je suis posé. Maintenant, c'est juste, bah, on a planté, maintenant, on fait grandir». Et moi, je t'ai dit: «Mais en fait, je vais pas faire grandir ça». C'est un peu ça la démarche que tu as eue? Ouais, c'est ça, c'était vraiment de, ouais, si je chamboule pas tout ça, je sais exactement où je serai dans 15-20 ans. Bien sûr. Tu vois, en termes de carrière, après autour, il y a plein de choses, mais Et si on enlève le fait, que tu avais envie de voir d'autres choses, bouger et cetera, avoir un mode de vie peut-être plus mobile et plus flex, le travail en soi te plaisait? ouais, je kiffais ce que je faisais, ouais. Le fait de travailler pour quelqu'un d'autre te plaisait, ça te dérangeait pas? Alors, c'est particulier parce que la Nouvelle-Zélande, ils ont un rapport au travail qui est très différent du nôtre. Eux, vraiment, ils attachent énormément d'importance à la vie personnelle. Tu vois, moi, j'ai des potes qui bossaient chez Deloitte en France, c'était pas les mêmes conditions. Tu vois, moi, je me souviens, mon manager, il m'a foutu dehors à 18h une fois. Il m'a fait: «Mais 18h, qu'est-ce que tu fais?» Je fais: «Bah non, mais j'ai un dossier à terminer». Il me fait: «Mais pourquoi?» «Et vois tes potes, sors, il y a la plage, enfin, qu'est-ce que tu fais là? En fait, il y a plus personne». Donc ils ont une mentalité, alors après, je dis pas, on a fait des nuits blanches, on a fait des machins, hein, mais la mentalité là-bas, ils accordent une importance fondamentale à séparer vie pro, vie perso et trouver cet équilibre et c'est super important. Mais sinon à part ça, je kiffais ce que je faisais, hein. Donc il y a un univers parallèle potentiellement où si Deloitte t'avait dit: «Bah, écoute Marc, pendant les 6 prochaines années, tous les 6 mois, tu changes de pays», potentiellement, tu aurais pu rester là et ça aurait pu te convenir? Peut-être, ouais, Peut-être. je sais pas. En fait, le 2e élément et celui qui a été vraiment peut-être le plus déclencheur, c'est, un pote à moi, un très bon pote à moi, là-bas et je lui raconte ce truc-là, souvent parce qu'en fait, lui, il a envoyé ma vie dans une direction, complètement folle avec ce qu'il m'a raconté, mais en fait, il voyait que j'étais un peu perdu, que je me posais des questions par rapport à la photo, la vidéo, que je savais pas ce que je faisais et puis en fait, il m'a envoyé une citation et la citation, c'est de Charles Bukowski et je me rappelle plus la citation exacte, mais en gros, si je paraphrase, c'est: «Si tu vas faire les choses à moitié, en fait, abandonne. C'est pas fait pour toi, laisse tomber». D'accord. Tu vois? Genre n'essaye même pas, en fait, c'est pas OK. pour toi et ce truc-là m'a mis mais fou de rage. Ça m'a rendu mais dingue, en fait et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, en gros, si je me lance pas maintenant, Ouais. abandonne, c'est pas ta passion, c'est pas ton kiff».
Et du coup, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi, carte sur table, on y va, tiens, tapis». En gros, tu t'es dit, «Ma passion, c'est ça et si je perds mon temps plus longtemps à ne pas la faire, en fait, enfin, ça vaut pas le coup d'être vécu et quel intérêt finalement?» C'est ça? Ouais, OK. c'était ça. Et en fait, après, bah, très, très rapidement après ça, j'ai posé un congé sans solde d'1 an. Ouais. Parce que je me suis dit: «Si je tente pas cette aventure photo vidéo maintenant, je le ferai jamais». Et moi, je peux pas vivre avec des regrets comme ça, tu vois? J'avais besoin de tester. Je me suis dit: «Au pire, ça marche pas, je retourne chez Deloitte, je suis très bien», tu vois? D'accord. Mais je pourrais mourir en me disant: «Bah, au moins j'ai testé ce truc-là» et tu vois, j'aurais pas de regrets. OK, donc c'est pas tant un désintérêt pour le salariat et pour le fait que tu travailles pas pour toi et c'est pas ta propre «marque» entre guillemets que tu fais, c'est plus le domaine tu as un autre domaine qui te passionnait, Ouais. mais tu avais pas, cet aspect morbide de: «Je suis bloqué là», enfin, tu l'avais un petit peu, Mmh. mais de: «Je suis bloqué là, je bosse dans un bureau, ça m'angoisse» et cetera. C'est pas trop ça, en fait? Ouais, après, quand j'ai découvert l'univers freelance, maintenant j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à revenir en salariat parce que Ouais. j'ai découvert une liberté, j'ai découvert plein de choses qui me correspondent davantage. Mais ouais, moi j'avais pas ce truc de, j'ai la hantise du salariat, je veux surtout pas avoir de D'accord. patron, parce qu'après j'avais de bonnes conditions de travail donc J'imagine chez Deloitte. je me ouais, Nouvelle-Zélande? c'était cool. C'était pas trop d'étirant, ça va. Donc je me plaignais pas, tu vois? Mais non, moi c'était vraiment, je me suis dit: «Faut que je teste ce truc, si je le teste pas, je vais regretter toute ma vie». Et quand tu me disais en tant qu'ado et en tant qu'enfant, quand tes parents te bazardaient un peu dans tous les pays et que tu voulais un peu vivre de ça, c'était quoi ta vision à cette époque-là de ta vie future, ton rêve? Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui ça colle avec ça? Franchement, j'en avais pas la moindre idée. Tu pas Moi c'est j'étais pas des questions qui se posaient? vraiment, non, moi j'étais vrai en fait, ouais, c'est pas que j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais en fait, moi, j'ai jamais eu une vision très, très claire de ce que je voulais faire et j'étais jamais 100 sûr, c'est ça que je ferai quand je serai plus tard, tu vois? Moi, ça a plutôt été des opportunités que j'ai saisies Mmh. ou tu vois, des choses comme ça. Le fait de découvrir cette passerelle école de commerce, c'est un peu un fruit du hasard, j'ai Ouais. saisi cette opportunité-là parce que ça me correspondait plus. Deloitte, c'est une opportunité que j'ai trouvée comme ça et puis, en fait, il s'avère que ça collait plutôt bien. Le la photo, la vidéo, bah, je me suis rendu compte que j'aimais bien et c'est ce pote qui m'a envoyé cette citation et je dis: «Bah, en fait, tu sais quoi? Vas-y, je pars». Tu vois? J'ai jamais eu une vision hyper claire de ce que je voulais faire plus tard. C'était plus, bah, tu sais quoi? On improvise et puis On y va et on verra? vole, quoi. C'était un peu ça, ouais. OK. Donc ça, tu me l'as dit, c'était il y a 6 ans? Ouais, je suis parti de chez Deloitte en 2016, 8 ans, du 2017, coup. ouais. OK. Ouais. Et donc 8 ans plus tard, ça a l'air de pas trop mal se passer? Je suis pas malheureux. Ouais. Je suis pas malheureux, je m'en tire plutôt bien, ouais. Et donc ça m'intéresse de savoir, donc maintenant que tu as fait le pas et que tu es passé de l'autre côté, Oui, donc tu as vécu un peu de ça, ouais. donc aucun regret j'imagine? En tout cas, tu en as pas l'air? Non. Non? Mmh. Est-ce que tu as failli en fait déjà revenir en arrière? Ou tu t'es dit: «Putain, c'est trop galère, trouver ses propres clients, démarcher c'est pas mon truc, moi je veux juste monter, prendre des photos, je veux pas m'occuper de toute la partie, commerciale». C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Tu as eu des moments comme ça ou alors, une fois que tu y as goûté, tu t'es dit: «Non, je vais persévérer, je vais y arriver»? Tu veux dire des moments de doute où je me suis dit: «En fait, De est-ce que je gros doutes? ouais, gros Ouais. ouais, ouais, il y en a, ouais et je pense que c'est normal et c'est sain d'en avoir. J'en ai eu un paquet franchement, pas plus tard que très récemment en plus, hein. Parce que, financièrement c'était un peu compliqué, que je sortais d'une mission un peu éclatée au sol ou que j'avais Ouais. très mal vécu machin. J'ai eu un paquet de moments où je me suis dit, «Ouais, le freelance c'est génial, j'ai une liberté de ouf, j'ai fait un paquet de choses qui me plaisent». Mmh. Mais il y a quand même ce truc de, bah, en fait, tu as pas un salaire garanti tous les mois, avoir et en fait, cette stabilité-là, enfin, pour moi, le salariat, l'intérêt, c'est la stabilité, hein. Bien sûr. C'est, enfin, il y a plein d'intérêts, mais le principal que je vois, c'est quand même la stabilité et à une période de ma vie qui était quand même très instable, c'est vrai que j'ai eu des moments de doute où je me suis dit: «Mais putain», Ouais, c'est vrai que si, ouais, je renonce à mon rêve, mais au moins, j'ai un stress en moins, bien sûr. tu vois? Donc, non, ouais, assez régulièrement, je me pose des questions, ouais, c'est normal. Puis tu as passé la trentaine maintenant, j'imagine que c'est des questions qui peut-être se posent de plus en plus? Ouais, un peu plus qu'avant, ouais. Ouais. Ouais, il y a 4-5 ans, j'étais en mode: «Bah, c'est pas grave, s'il y a un mois où je gagne moins, enfin, c'est pas je m'en fous, mais j'étais beaucoup moins stressé par ça. Effectivement, maintenant Bah, donc tu as un prêt sur le dos, ouais, des prêts sur le dos. ouais, multiples crédits. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, où la pression financière, effectivement, bah, elle fait que tu te poses des questions et puis tu sais, j'ai atteint un âge aussi où il y a des trucs qui me saoulent, tu vois? Genre, courir partout avec mon sac à dos pour faire des missions, machin, c'est pas que ça me barbe, mais il y a des trucs sur lesquels j'aspire un peu plus De de ouais, je cherchais ouais, ouais, sérénité, j'ai cherché sérénité, beaucoup, bien j'ai vu. trouvé, ouais. Reprenons. Donc moi j'ai 28 ans, je les ai fêtés il y a même pas un mois et là je suis en train de faire un peu le virage que toi tu as fait il y a 7 ans.
8 ans. Et je me dis, déjà, je suis très content d'avoir fait dans l'immédiat. Bon, ça fait très peu de temps, donc c'est encore très précoce. Mais pour l'instant, il n'y a pas de red flag. Sauf que, effectivement, j'arrive aussi près de la trentaine. Je commence à me poser des questions de stabilité. Je commence à me dire que si mon projet n'a pas vraiment décollé dans 2 ans, je le considère pas, mais je me dis, il me faut une porte de sortie au cas où j'ai besoin de stabilité parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. C'est quoi ton point de vue là-dessus, déjà? En fait, si tu veux, moi, mon optique là, c'est peut-être un défaut, mais j'ai pas une vision très long-termiste, tu vois? Genre les gens me disent, tu sais, quand on me pose des questions: «Où est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans?» En fait, ma réponse c'est: «J'en sais rien», tu vois? Parce que, là, je suis plus dans une optique de, bah, en fait, je kiffe ce que je fais maintenant, donc je vais en profiter maintenant et puis, tu vois, je me poserai ces questions-là peut-être un peu plus tard. Peut-être que je suis encore, trop jeune ou trop immature pour me poser ces questions-là. Maintenant, pour répondre à ta question, entre guillemets, même si tout se casse la gueule, enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir fait des études, j'ai des contacts, machin, je retrouverai un taf, même si c'est pas un taf passion, je sais que je pourrais retrouver quelque chose, plus tard et enfin, voilà, j'ai de la chance, hein, mais T'as un bagage de secours, en gros, au cas où tu besoin, tu seras jamais en galère, quoi. Trop en ouais, galère. ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, oui, ce sera oui, je travaillerai beaucoup plus pour beaucoup moins, mais voilà, au pire du pire, je reprendrai un taf en salariat, tu Ok. vois? Ouais. C'est pas alarmant, quoi. Je me stresse pas trop avec ça, tu Mm. vois? C'est, ouais, ouais, ce serait une «défaite» entre guillemets parce que je vis moins de ma passion et c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Mais, j'essaie de pas me trop stresser avec ça parce que, l'objectif, c'est ce que je fais là tout de suite maintenant, tu vois? Ok. Donc, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y ait un âge, tu vois? C'est toi, au pire, tu rebondiras, tu feras autre chose. Enfin, je veux dire, ouais, je suis pas même si ton affaire, elle marche pas, je suis pas hyper inquiet pour toi. Non, moi non plus, parce que je sais déjà que j'ai une porte de sortie et j'ai une entreprise qui veut me recruter à la seconde où j'en ai besoin en soi, donc je suis pas inquiet. Maintenant, un des gros facteurs qui m'ont fait changer de voie, déjà, c'est au-delà du fait que ça commençait à m'ennuyer, c'est que je me dis, je veux pas que ma vie se résume à bosser dans un bureau, en fait. Je veux qu'on se souvienne de moi, je veux me souvenir de moi pour ce que j'ai fait. Ce qui me passionne, c'est l'audiovisuel dans l'immédiat, je crois. Et je me suis dit, bah, en fait, faut que je commence à bosser maintenant pour que dans 10 ans, j'ai un semblant de truc qui tient la route et dont je pourrais être fier. Mais l'idée l'optique de me dire, peut-être que dans 10 ans, je vais venir à la case départ et refaire le métier que je faisais il y a encore 2 mois, me préoccupe. Parce que j'ai dans ma tête cette préconception qu'il faut avoir une vie qui a une suite logique et il faut que tout ce que tu fais aujourd'hui aura un sens demain. Et donc, de revenir en arrière, enfin, ça fonctionne pas avec ça. Je sais que c'est ma conception à moi, elle est pas universelle, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. Je me dis, mon père, bon, bah, c'est un salarié, il est avocat. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie parce qu'il fait ça depuis 30 ans, 40 ans. Voilà. Toi, c'est pas quelque chose qui te préoccupe? Moi, j'ai un fonctionnement qui est très différent. En fait, je vois ce que tu veux dire et je pense que si ton optique, c'est de, dans ta vie, de maximiser ton succès Mmh. ou ton salaire ou ton machin, je pense qu'effectivement avoir une suite logique et avoir, parce qu'en fait, tu crées de l'expérience, hein. Je veux dire, un avocat qui a 30 ans d'expérience, un avocat qui en a 2, c'est pas la même chose Bien en sûr, termes ouais. de revenus, de salaire, de tout ce que tu veux, de succès, de réputation, machin. Donc je comprends un petit peu cette optique-là. Moi, je suis plus dans une optique où, en fait, la vie est suffisamment courte et j'ai envie de tester un maximum de trucs. Me dire que, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais me dire que j'ai vécu plein de vies différentes, ça me Ouais. fait un peu plus rêver, tu vas me dire que j'ai eu des expériences, des machins, enfin, je veux dire, ouais, j'ai la photo, mais à côté de ça, j'ai monté 2 autres boîtes, j'ai une appli, j'ai un machin et tu vois, c'est plein de petits projets comme ça. Mmh. Alors oui, effectivement, à 45 ans, ça me saoulerait de faire les mêmes projets que je fais maintenant en termes de vidéos, mais me dire que j'ai testé plein de petits trucs, comme ça à droite à gauche, ça me fait un peu plus rêver, moi. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, le fait que tu aies créé, donc tu ta boîte de prod, en fait. D'ailleurs, pourquoi tu dis pas boîte de prod? Tu dis, photo, vidéo, dans le luxe? Mais tu as bien raison et c'est un truc sur lequel il faut que je bosse, parce Ouais. que moi, il faut que je me markete un peu plus comme étant une boîte de prod et moins comme un mec tout seul parce que ça me saoule des fois. Bah, en fait, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, je réalise que je suis assez d'accord. Je dirais jamais je suis photographe ou je fais de la vidéo, sur internet. Je dirais tout le temps, je pense, j'ai ma boîte de prod et je fais des trucs. Point. Et du coup, après, les gens s'imaginent un truc beaucoup plus Merci, je stylé. pense que tu as raison. Moi, il faut que je me markete comme ça. Bon, on en reparlera. C'est mon sujet du moment d'ailleurs. Ouais, bah, du coup, tu m'as aidé maintenant, je t'aide, y a pas de souci. Là où je voulais en venir, c'est que, ouais, pour moi, que tu créé, donc Hashtastic sur tes projets, d'hashtag Instagram qui a très bien marché pendant un temps et qui maintenant est mort et donc 2-3 autres projets, j'imagine. Bah, pour moi, ça contribue à ton bagage, en fait. C'est en mode, je suis Marc, j'ai une activité principale, mais à côté, j'ai essayé des trucs et moi, personnellement, je trouve ça, très valorisant.
En fait, parce que c'est tes projets à toi, tu les as fait pour toi. Si je travaillais pour quelqu'un d'autre, genre, je suis cadre, en peu importe, pour moi, ça marche pas. Et pour moi, c'est pas dramatique si tu t'éparpilles tant que c'est tes propres projets à toi. Enfin, voilà, c'est vraiment une conception qui est très propre à moi, qui est très biaisée, Mmh. Ouais, je mais ce que tu dis va pas à l'encontre de ce que je considère, en fait. ouais. Voilà, OK, ouais. c'était mes 2 centimes. Ouais, je comprends, je comprends. Mais et du coup, toi, il faut le micro. Ouais, toi, tu réfléchis plus, vision très long terme sur, voilà, si je me lance en photo vidéo, il faut que je sois, faut qu'à 10 dans à 10-15 ans, je sois comme ça? C'est un peu comme ça que tu vois, En fait, j'arrivais à un stade il y a, 1 an et demi et c'est là que je t'ai appelé pour dire: «Marc, j'ai envie de faire, de l'audiovisuel», où, je n'avais aucune estime de mon travail. Tout le monde te dira que pendant un temps, dès qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais: «Je suis chef de projet en digital pour telle boîte», et je me sentais un besoin de me justifier. De dire: «Mais en vrai, ça me passionne pas, me juge pas». J'avais vraiment l'impression que je faisais un truc pas ouf et j'avais aucune estime de moi via le travail. Là où aujourd'hui, le simple fait que je fasse ça, même si c'est un peu en mode bite et couteau et qu'on a des spatules dans les mains, peu importe, je fais mon truc, ça me plaît. Ça marchera pas demain, c'est pas l'objectif, c'est pas grave. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais je trouve ça beaucoup plus personnel et grisant, en fait. On se met en danger et on tente des trucs. ouais, Ça bah, marche pas, c'est la vie. ouais. Mais Moi, ma vision de la vie, c'est ça, hein, c'est, tu tentes des trucs, il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas, c'est pas grave. Tu vois? C'est, moi j'ai une vision de l'entrepreneuriat, si je peux rebondir là-dessus, c'est, tu vois, il y a des potes avec qui j'y discute qui sont en mode: «Attends, ça fait 6 mois, je réfléchis à ce projet, ouais. t'inquiète, je suis en train de le peaufiner, ça va être parfait», et qui lancent rien. Mmh, mmh. Et je me dis: «Mais c'est idiot». Enfin, Je vois ils absolument. ont leur manière de faire, mais moi je trouve ça idiot en fait. Tu je pars du principe que si tu lances un produit vite et que tu échoues vite, bah, tu sais, tu peux itérer. Tu apprends, ouais. Ouais, bien Tu sûr. apprends, tu itères, et tu avanceras beaucoup plus vite que quelqu'un qui veut attendre d'avoir le produit absolument parfait pour le lancer. Carrément. Parce que le produit parfait n'existe pas et puis en plus c'est dans son esprit à lui, c'est pas forcément dans l'esprit du client. Et voilà, et c'est pour ça que, ouais, lancer des trucs comme ça, des podcasts, des machins, moi ça m'éclate parce que je me dis: «Bah, tu testes, tu vois ce que ça donne, au pire ça marche pas, bah, tu apprends C'est et tu clair. grandis». Tu vois? D'ailleurs, c'est un bon point. Je voulais te demander, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur? Avec le recul, ouais, je pense, ouais. Ouais. Je pense, j'ai entrepris un paquet de trucs dans ma vie. Là, ce que je fais, boîte de prod, tu vu, je dis Tu vois, c'est ça, bien joué. ouais, je progresse. C'est une entreprise, mais je pense même pas que ce soit le projet entrepreneurial qui m'ait le plus rapporté finalement, tu vois? Par rapport à mais ouais, effectivement, non, mais je pense que j'ai un profil d'entrepreneur. Je me suis rendu compte récemment de plusieurs choses. Un, c'est que je crois qu'un des trucs que je fais le mieux, c'est, automatiser. Tu vois, genre chez Deloitte, quand j'étais chez Deloitte, moi, j'avais automatisé quasiment tout mon taf. OK. Que ce soit il y a des formules, des macros, machin sous Excel, tout était automatisé et les gens me prenaient pour un Jedi. J'étais Yoda. Genre ils étaient là: «Mais c'est incroyable tout ce que tu arrives à faire et tout». Moi il y a des jours où je me touchais la nouille, je ne faisais rien parce que tout était automatisé et tout faisait tout pour moi. Et ça, j'en reviens, c'est mon père qui m'a en gros un peu Ouais, bien inculqué sûr. ça quand j'étais petit parce qu'il m'a montré des formules sous Excel. J'ai fait: «Mais attends, mais c'est l'ordinateur qui bosse pour moi là? Mmh. C'est un truc de ouf. Moi j'ai pas besoin de faire, il fait pour», c'est incroyable, tu vois? Et toute ma vie, tu vois, et donc je me rends compte de ça et moi j'ai envie de développer des projets un peu dans ce sens. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je cogite un peu là-dessus et je pense que c'est un peu ce côté entrepreneurial que j'ai aussi depuis que je suis tout petit, où je me dis, tu sais, il y a des affaires à faire et des trucs à faire, Carrément, ouais. tu vois? Mais ça qui me fascine, c'est que, donc tu fais de la vidéo et de la photo qui, pour moi, sont des domaines quand même assez, créatifs, un peu artistiques pour ceux qui veulent. Et bon, moi, je suis très amateur et dès que je vois dès que j'ai une nouvelle photo à modifier, je la prends comme, une nouvelle photo et je pars de zéro et cetera. Je suis allé chez toi il y a 2 semaines, 3 semaines et tu m'as dit: «Mais moi, je suis pas là pour me casser le cul, en fait. Il y a des mecs qui ont fait bien mieux que moi, juste, je copie-colle, je fais 2-3 modifs et basta». Donc en fait, c'est vraiment l'ingénieur qui rencontre le photographe et c'est vrai que tu as pas cette approche un peu plus classique, je dirais, de l'artiste, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu veux, moi je regarde pas la photo comme, pour moi, tu as 2 catégories de photographes. Tu as le Mmh. photographe artiste et le photographe, on va dire prestataire, tu vois? Après bon, tu as un panel entre les 2, tu vois? Mais le photographe artiste, c'est celui qui vraiment va passer un temps fou pour avoir la photo parfaite pour, la mettre dans une galerie. Et tu as le photographe prestataire qui lui a une approche sans doute plus business Mmh. et qui se dit: «Bah, en fait, voilà, la photo que je prends, elle permet à une entreprise de résoudre un problème X». Et en fait, cette approche-là, elle est vraiment différente parce que tu es pas en train de passer des heures à peaufiner le moindre détail pour avoir une vision artistique, tu es en train d'aider un client à résoudre un problème, tu vois? Tu es un médecin pour sa boîte, tu vois? Tu es un consultant quelque part. Et du coup, j'ai une approche qui est assez, pragmatique de l'image, dans le sens où, moi, je me suis créé un paquet d'outils. On coupera au montage, mais je me suis créé un paquet d'outils qui,
Tu vois, que ce soit des filtres, que ce soit des effets, que ce soit des transitions, des choses comme ça qui alors je suis pas en train de copier-coller un filtre sur toutes les photos et puis j'envoie au client et basta, mais Ouais. moi je suis partisan de se créer des outils pour travailler plus efficacement. Et donc je me suis créé un tu vu c'est marketé, hein. Bien riche. Et du coup, je me suis créé un paquet d'outils qui me permettent en fait de livrer des résultats à mes clients plus rapidement que si je prenais le temps d'analyser, décortiquer chaque photo individuellement et en plus, j'aurais un résultat qui serait pas aussi homogène. Donc voilà, si tu prends les puristes de la photo, ils vont te dire: «Ah non, tu triches et tout machin», mais dans l'absolu, lui, le client, il veut son résultat donc voilà. Moi, j'ai une approche qui est plus, entrepreneur, ingénieur de l'image. Tu vois, j'ai moins ce côté vraiment, artiste puriste, créatif. Je suis créatif sur des choses, Ouais. mais j'essaie d'avoir une approche très entrepreneuriale, très ingénieur de mon métier. Et est-ce que tu dirais que c'est une approche que tu avais peut-être plus à l'époque de Fidji Airlines, par exemple? Ou, et avec le temps, tu l'as retravaillé pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui? Ou ça a toujours été dès le départ un petit peu ton credo? Alors, avec la compagnie aérienne, là, j'avais 0 approche parce qu'en gros, c'était des photos, je pense que j'avais une approche plus créative à l'époque parce qu'en fait, Fallait se démarquer? fallait se démarquer et puis il y avait un côté passion. En fait, ça m'éclatait de faire, passer des heures sur chaque photo à faire des retouches, tu vois? Là, il y avait un côté plus, je m'exprime créativement parce que c'était des photos que je prenais à titre personnel, mais que j'ai revendues derrière. Mmh. Ou maintenant, c'est des photos qui sont, faites pour un client directement, tu vois? Donc l'approche est différente. Puis en plus, à l'époque, j'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. J'étais en mode, freestyle. Je savais pas où ça allait me mener de vendre ces premières photos. Je savais pas du tout. Bon, finalement, c'est quand même plutôt pas mal passé. Ouais, je suis pas à plaindre. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de matérialiste? Non, très peu. Très En fait, je fais très peu d'achats et quand j'en fais, c'est des achats énormes. C'est-à-dire que j'achète jamais rien, puis après je prends un appareil photo à 4 000 €. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu donnes pas l'impression d'être matérialiste. Pour l'information, Marc a porté pendant 15 ans la même paire de choses. Oui. Pas la même, mais le même modèle qu'il achetait tous les ans en 48 ou 48? Ouais. 48. Et pour moi, quand tu es photographe, enfin, tu un peu plein de bibelots. Tu vas avoir un truc pour stabiliser, tu vas avoir un drone, tu vas avoir une GoPro, un machin, un truc, un cela. Et ça colle pas dans ma tête avec toi, ce qui est plutôt minimaliste, à l'inverse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé déjà ou juste je veux des belles caméras qui font des beaux effets, point, quoi? Mon rapport au matériel a changé. C'est-à-dire qu'au début, quand je me lançais, c'est vrai que ça me faisait kiffer. J'étais là: «Ah ouais, je vais acheter le dernier objectif, ça va être génial, je vais acheter, tel outil, tel gadget, tel machin, ça va être trop bien». J'ai un côté, j'aime bien les gadgets, j'aime bien les belles choses. Mmh. Hem, mais mon rapport à ça a changé récemment. En fait, si tu veux, j'ai compris que mes clients n'en avaient rien à secouer que j'utilise, tel objectif versus tel objectif. Tu vois? Genre vraiment, ça leur passe complètement au-dessus. Il y a une époque, j'ai essayé de leur expliquer: «Non mais regardez, j'utilisais tel objectif», mais Mmh. j'étais jeune et naïf, ils s'en foutent. Clairement, ils s'en foutent complètement. Mon rapport maintenant, c'est voilà, si j'ai un besoin immédiat pour un tournage et je sais que j'ai besoin de tel truc, je l'achète, pas de Ouais. souci, si je sais que j'en ai besoin. Si, je sais qu'acheter tel accessoire ou tel objet ou tel gadget lié à ma profession va me permettre de vendre davantage Mmh. de prestations, C'est un investissement, quoi. investissement, dans ce Ouais. cas-là, je l'achète. Si c'est un achat parce que j'ai envie, non, c'est pas utile. Alors 2 choses là-dessus. La première, c'est que je me souviens, tu m'as dit, qu'à l'époque où Hashtastic, buzzait à fond, Oui. tu avais des revenus quand même assez conséquents. Oui. Tu te freinais pas quand tu voulais acheter dans des MacBook ou, dans des trucs un peu high-end. Oui. Tu regrettes ou, tu te faisais kiffer et basta? Ouais, alors tu peut-être qu'on parle un petit peu de ce que c'est Hashtastic du coup pour ceux qui ont pas compris. Allez, parlons d'Hashtastic. Donc en gros, j'ai lancé, pareil complètement à l'arrache. C'était pendant le covid, c'était juste avant le covid, Ouais, c'était par là, je hein. crois. Je m'ennuyais beaucoup. Tu avais le nez, hein, J'avais quand il fallait. j'ai eu le flair. En fait, je m'ennuyais. Non, c'était même avant le covid. Hem, En fait, en gros, je cherchais à me démarquer sur Instagram et je savais pas comment faire et je suis tombé sur un outil en gros qui, permettait de faire des calculs sur la vitesse de croissance de certains hashtags sur Instagram. J'ai touché un peu à l'outil et j'ai fait alors, la formule me paraît intéressante, mais l'outil est complètement mal foutu. J'ai fait: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et je me suis dit: «Mais en fait, moi Excel je maîtrise, tous ces calculs-là, je sais les faire moi-même, pourquoi je le fais pas?» Donc j'ai commencé à me faire un peu un tableau, faire des calculs et en fait, c'était la prémisse de, la création d'un algorithme, on va dire, qui permettait de trouver des hashtags, qui te permettait de percer davantage sur Instagram et en fait, je l'ai testé pour moi, j'ai vu qu'il y avait un vrai résultat et j'en ai parlé un petit peu sur, parce que je traînais un peu sur les groupes Facebook, entraide, Instagram, machin à l'époque et j'en ai parlé un petit peu la formule et les gens étaient comme des oufs. Genre: «Ah mais c'est trop bien, est-ce que je peux avoir accès à ton tableau, machin, c'est génial» et puis là je me suis dit: «J'ai flairé le coup» et c'est un peu comme Minecraft Europe, tu vois? Je me suis dit: «Attends, il y a une demande là».
Et je me suis dit: «Bah, attends, je vais développer ce truc-là», j'ai fait ça complètement large. J'ai des notions de développement, mais franchement, si les gens regardent mon code, c'est une catastrophe. Ben, vraiment, c'était le machin était maintenu par du scotch et du bambou, hein, c'était une catastrophe. Mais j'ai lancé ce truc-là et ça a marché assez vite parce que, quasiment le jour où je l'ai lancé, j'ai eu mon 1er client Ouais. qui avait pris un abonnement à 10 balles par mois. Pour l'anecdote, en plus, j'avais mal configuré mon truc de paiement, donc je les ai jamais reçus ces 10 €. J'ai eu la notification qu'il y avait une demande de paiement, mais elle a jamais été validée. Donc heureusement que C'est j'ai ton pas prévu. premier utilisateur gratuit, quoi. Premier utilisateur gratos, il Nice. gratos. Il pensait avoir mis 10 balles, il les a jamais vraiment dépensés, mais juste eu la tu sais la ligne bloquée sur son compte, mais il a jamais vraiment dépensé 10 €. Tu passais par Stripe à l'époque? Je passais par Stripe en plus, mais j'avais pas validé. J'avais le paiement intent, mais j'avais pas voilà, tu vois? Ah ouais. Et donc j'avais fait ça, quoi, vraiment n'importe comment. Et en plus, pour la petite anecdote, j'avais honte de développer ce truc-là. C'était une période où j'avais pas beaucoup de clients photo vidéo et en fait, le démarchage me saoulait profondément et je me rappelle que j'en ai même pas parlé à ma meuf. Ah ouais? Parce que, j'étais, en fait, j'ai développé ça sur le côté en mode, en fait, je pense que j'avais un peu honte, parce qu'elle va pas me sermonner parce que voilà, on a pas 4 ans, mais en fait, j'avais honte de dire que je faisais autre chose que Que ton vrai travail. que Ouais, démarcher OK. des clients à une période où j'avais vraiment nettement moins de cash qu'avant. Tu vois? J'étais en mode: «Je fais ce truc à côté, je sens que c'est une connerie, mais je sais pas pourquoi, en fait, ça me kiffait de mettre les dents dans un nouveau projet», tu vois? De tester un nouveau truc et en fait, il s'avère que ça a grave bien décollé et en fait, moi, je suis rentré dans mes frais, vraiment le 1er jour et petit à petit, ça a décollé et puis, il y a un moment, ouais, ça s'est enflammé. Je faisais entre, il y a 4 mois consécutifs où j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Oh la vache! C'était n'importe quoi, sachant que mes frais, c'était 40 €, hein, donc en termes de marge, j'étais pas mal. D'ailleurs, Stripe, je finance Stripe. Ils ont pris une conne, c'est cool. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que tu vas vraiment à l'encontre de tous les podcasts d'entrepreneuriat où les gens te disent: «Ouais, mais j'ai raté 6 boîtes et c'est la 23e qui a fonctionné». Toi, dès que tu fais un truc, ça a l'air de marcher. Ah ouais, mais parce qu'en fait, les trucs qui marchent pas, je les abandonne très tôt. Ah d'accord. Tu vois? Genre, OK. je sais pas si j'ai des exemples en tête, mais tu vois, j'ai commencé à développer des petits trucs, et j'ai senti que ça accrochait pas ou que j'allais pas avoir la réponse que je voulais. Je me suis dit: «Bah, voilà, au moins je perds pas mon temps, j'échoue rapidement et je peux passer OK. à autre chose», tu vois? Faire, d'accord. Tu vois? Moi, je suis partisan de ce échoue rapidement, comme ça tu te fais une idée. Ah, tu vas pas essayer d'imaginer, et idéaliser un projet jusqu'à avoir vraiment le bon angle, juste tu fais un truc quand même MVP un peu qui tient, bite et couteau puis bon, bah, ça coule. C'est complètement ça. Tu vois? Moi, la 1re version de cette appli, je l'ai lancée, je t'ai dit, le système de paiement fonctionnait pas. J'ai pas encaissé mon 1er chèque. Mmh. Donc c'était développé, mais n'importe comment, il y avait des bugs de partout. Mais j'avais un produit et en fait, le fait d'avoir un produit, bah, les gens ont dit: «Putain, c'est cool et tout machin» et puis, Ouais. ils te donnent, tu sais, ils te donnent leur avis: «Tiens, faudrait améliorer ci, faudrait améliorer ça et tout machin» et en fait, en partant de là, tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et ça finit par exploser et en fait, mais c'est marrant parce que ma copine, je lui en ai parlé assez tard. Je crois que le projet était lancé depuis 4 ou 5 mois. Je lui dis: «Au fait, On a déjà fait, 100 000 € de chiffre d'affaires. non, j'avais fait ouais, peut-être, je sais pas 2 000 - 3 000, un truc comme ça». Quand même, pas mal. Ah bah, j'étais super content, c'était génial et d'autant qu'encore une fois, moi, j'avais tout automatisé, donc je faisais rien. Là, maintenant, c'était 0 Mmh mh. et mais j'en ai parlé très tard. Je lui ai fait: «Écoute, j'ai lancé ce projet». Elle m'a engueulé, elle fait: «Pourquoi tu m'en as pas parlé?» tout machin. Je lui dis: «Mais j'avais honte». Et je lançais un truc sur le côté alors que j'étais censé bosser, j'étais censé faire autre chose. J'avais pas de cash et il s'avère que ça marchait, tant mieux. Putain, c'est royal. Mais pour, tu sais, pour un projet comme ça, il y en a d'autres qui marchent pas, donc c'est pas Oui, forcément. Enfin, faut quand même faire dans tous les cas et puis, tu verras après. ouais, je suis partisan de encore une fois, lancer un site, lancer un truc, putain, tu peux lancer un site pour 10 balles, hein. Donc Que ce soit le changement vers, une carrière plutôt audiovisuelle, que ce soit la création de, tes projets. Est-ce que tu dirais qu'il faut provoquer un peu sa chance, son environnement? Tu pas qu'en fait ça tombe dans le bec? ouais, de C'est ouf. un peu ton mindset? Ou pas du tout? Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. c'est en fait, moi, j'ai toujours été partisan de tester des Si on a dit mindset. Ah mais vas-y. ouais, en fait, je me force à dire mentalité parce que mindset, j'ai honte de le dire. Mais Le Sigma grind. enfin bref, faut celui-là, nous sommes des sigma. Non, moi, je suis vraiment partisan de faut tester. Tu vois, tu testes, Mmh. et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins tu as appris, tu vois? Et je vais pas citer je sais plus qui, mais tu vois, chaque échec est source d'apprentissage et moi, je le vois toujours comme ça. Au pire, tu as appris de tes échecs ou alors tu as appris, une nouvelle technique ou tu vois? Tu sais, une appli que j'avais essayé de lancer, ça a pas marché, mais j'ai appris du coup à développer, à me tripatouiller, développer un truc OK. dans un nouveau langage, tu vois? Ouais. C'est pas, j'ai pas tout perdu, tu vois? Et en développant alors on a peut-être déjà un peu appris la question, mais en développant tous ces, micro-projets, sur le côté, en fait, tu as soulevé quoi? C'est un besoin de faire d'autres choses? Tu l'as un petit peu dit? Moi, en fait, j'ai besoin de moi, je fais partie de ces entrepreneurs qui aiment bien lancer un projet. Tu D'accord. vois, Hashtastic,
là, en fait, c'est un projet qui s'est pété la gueule, qui me rapporte 0 maintenant. Parce que Instagram a changé son algo. Instagram a changé, puis il y a d'autres boîtes qui sont venues. En fait, moi, il y a une autre boîte qui est arrivée, ils étaient une équipe de 10, ils avaient levé des fonds et tout machin. Moi, j'étais tout seul avec ma bite et mon couteau. Oui. Et il y a un moment, alors je les ai écrasés pendant un moment, mais en fait, au bout d'un moment, les mecs, ils sont 10, ils ont une équipe de développeurs et tout machin, je pouvais pas rivaliser. Bien sûr, oui. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien lancer des projets, mais j'aime pas les maintenir. Tu vois, donc en fait, au bout d'un moment, le challenge, le défi intellectuel de créer un truc, bah, je l'avais plus et du coup, ça me saoulait et du coup, j'apportais pas de nouvelles fonctionnalités, machin. Ok. Avec le recul, j'aurais dû vendre cette boîte 100 fois plutôt que de la laisser couler. Tu penses que tu aurais pu la vendre? Ouais, c'est sûr. Ah ouais? Bah, tu sais, un machin qui générait, même quand ça commençait à se casser la gueule et que ça générait que, entre guillemets, 3-4 000 par mois, que ça se revendait tranquillement, tu vois. Mais je l'ai pas fait parce que, un, c'était mon bébé, et puis deux, et j'avais pas cette maturité à l'époque. Donc j'ai laissé couler ce projet. Bon, bah, j'apprends de mes leçons, tu vois. Mais je sais plus ce qui était la question. Qu'est-ce que t'as souvenir en entreprenant un peu tous ces Ah ouais, en projets? fait, moi j'aime bien, me mettre mes dents dans un nouveau projet, créer quelque chose à partir de rien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Ce projet-là, c'était putain, je suis en train de coder un truc. Mhm. Il y a des gens qui vont pouvoir aller dessus et tu vois, je crée une solution à un problème et je trouve ça génial. Comme dernière en date, c'est ton outil sur Notion pour publier automatiquement des photos sur Instagram, Ouais. dont je suis un utilisateur aguerri Voilà. et gratuit sur Et ce. gratuit, le bêta-testeur. Mais ouais, non, ça c'est pareil. C'était un projet où bah, j'ai eu mon premier client d'ailleurs, c'est Oui, génial. les deux d'ailleurs, non? D'affilée? J'en ai eu qu'un. J'ai qu'un client qui a pris un abonnement d'1 an pour ma nouvelle appli, donc ça c'est Certes. génial. Donc s'il savait comment le machin était développé, il aurait jamais mis 90 balles pour son T'en as abonnement. pas eu un le lendemain? Non, j'en ai eu qu'un. Ah, je croyais. J'en ai eu qu'un pour l'instant. Ok. Mais en fait, ça pareil, c'était moi j'utilise Notion pour toute ma vie et je me suis dit tiens, il y a un monde où je peux créer un truc où si j'écris sur Notion, ça le balancera directement sur Instagram, ce serait Ouais. cool, ça m'éviterait machin. Puis je l'ai codé et puis en fait, moi juste le défi de coder un truc, ça me faisait kiffer. Je sais pas, j'avais besoin en fait moi assez régulièrement, j'ai besoin de tester un nouveau truc. Projet, un nouveau machin, je m'ennuie vite, je pense. Puis j'ai fait un tout petit peu de dev, donc c'est pas ton niveau, mais je sais que quand tu codes, il y a un peu cette notion de putain, ça marche trop bien. De ouf. J'appuie sur ce bouton-là, ça m'a pris 30 minutes. Maintenant, un truc qui prenait 30 secondes en prend 5. Exceptionnel. Je suis vraiment le meilleur codeur. Ah mais 100%. Et il y a ça et moi il y a le côté puzzle. Tu vois, c'est quand Ouais. je me casse la tête, c'est horrible, mais quand je me casse la tête pendant des heures sur un truc qui marche pas, dès que ça marche, C'est exact. genre délivrance. Ouais. Genre, ah ça y est, j'ai compris. Tu vois, c'est dans quel sens je peux tordre le truc, Ça s'imbrique enfin finalement. ça marche. Forçant un petit peu. Ouais, c'est ça. Et ça, je kiffe. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais pour toi. Que ce soit dans ta carrière de monsieur propriétaire de boîte de prod, de photographe, de vidéo, d'architecte, de quoi que ce soit, c'est quoi les jours qui te font dire putain, ça vaut le coup? Genre, trop bien. Moi, personnellement, alors, c'est pas vraiment les moments qui me font dire j'ai bien fait parce que j'en ai pas pour l'instant, parce que voilà. Mais ce qui m'a fait me tourner vers ce type de métier, c'est que moi, j'ai commencé à coder. Non, j'ai commencé à monter il y a 10 ans en école de commerce. J'ai repris l'association audiovisuelle un peu par hasard. Et il m'arrivait de montrer nos vidéos en amphi devant 100 personnes. Et là, quand t'as des rires, mais mec, t'as une golasse, c'est exceptionnel. Oui. Donc, c'est quoi un peu, toi, ce qui t'anime et ce qui te fait dire, oui, ça vaut le coup, on reste dedans et on baisse la tête, on charbonne, quoi. Ah bah, en fait, t'as parfaitement résumé le truc. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand j'arrive à créer quelque chose qui suscite une émotion vive chez quelqu'un, t'as une sensation de, je sais pas comment dire, c'est ouais, t'as une fierté. En fait, t'as créé une émotion. Ça, je trouve ça dingue. Tu vois, c'est je dévie un petit peu, mais là récemment, j'étais sur un projet, c'était un calvaire, ça s'est hyper mal passé. Je suis sorti de là avec. En Égypte. J'étais en Égypte, je suis pour un tournage. Enfin bref, c'était un peu un calvaire. Je suis sorti de là avec une crise existentielle de mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'étais à ça d'abandonner, me dire c'est stop, je peux plus. Ouais. C'est un enfer. Et grosse crise existentielle, je savais plus ce que je voulais faire, machin, c'était un peu l'enfer. Et il s'avère que quelques jours, une semaine plus tard, j'avais 2 projets corpo, donc des interviews pour 2 boîtes pharmaceutiques. Et c'est des clients avec qui j'adore bosser, qui sont super sympas, qui sont vraiment, enfin ces gens, c'est un plaisir de bosser avec eux toujours, mais j'avais une flemme. Parce que je sortais d'un projet nul, parce que je savais plus où j'allais, donc j'avais une flemme monstre. Et en fait, c'était 2 vidéos pour ces 2 clients, dans le domaine médical, pardon, qui étaient des vidéos sensibilisation au handicap ou à la RQTH, handicap en entreprise, et cetera. Et la première vidéo, c'est plein d'interviews, je trouve ça cool et tout, mais bon, je suis fatigué, j'ai la flemme. Et la deuxième vidéo, j'ai un chat dans la gorge. Un instant, s'il vous plaît.
Et donc la deuxième vidéo, je vais dans cette boîte qui est une énorme boîte et en fait, je leur avais pitché une idée. Ils voulaient mettre en avant tous les projets qu'ils avaient fait, sensibilisation handicap au cours de l'année et je leur dis: «Mais pourquoi on fait pas une vidéo rétrospective où on interviewe tous les gens qui font partie du comité handicap pour, recueillir des témoignages vraiment émotion, voilà, pourquoi ils sont investis là-dedans?» parce que c'est du bénévolat, hein. Pourquoi ils sont investis là-dedans, de quoi ils sont fiers et cetera et on creuse et on fait un truc vraiment émotion. Bah, Et la preuve sur qui les, te aux yeux, hein. et bah, ouais, c'est Bah plus oui. ému et ça n'a rien à voir avec mon rhume. Et sur les 7-8 personnes que j'ai interviewées, il y en a 2 qui m'ont dit, il y a 7-8 mois, on a vu une vidéo qui nous a émus aux larmes. Une vidéo qui était un témoignage d'une personne qui faisait sa RQTH et on savait pas que cette personne avait un handicap et quand elle a témoigné, voilà, ça nous a émus aux larmes et on s'est dit: «Mais en fait, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on fasse du bénévolat, il Ouais. faut qu'on donne de notre temps, voilà, qu'on se lance dans ce comité handicap, qu'on fasse quelque chose de nos vies, quoi». Et elle me raconte ça et ces 2 personnes, elles me racontent ça, l'une après l'autre mais la deuxième je lui fais: «Mais attendez, mais cette vidéo, elle me parle» et en fait, c'est une vidéo que moi, j'avais réalisée pour ce client 1 an plus tôt Trop stylé. et il y a un instant de grâce, j'étais là: «Mais c'est ouf» parce qu'en plus, la personne en face de moi, elle savait pas qu'elle parlait de ma vidéo que j'avais réalisée, tu Ouais, vois? ouais. C'est juste, voilà, elle C'était sincère, quoi. C'était c'est vraiment ouais. des partages d'émotions, quoi. Bah, ouais, c'est ça et en gros, ouais, la conclusion, c'est j'ai réalisé une vidéo qui a donné envie à quelqu'un de se mobiliser pour aider des personnes en situation de handicap, qui a été ému aux larmes au point de se dire: «Faut que je me bouge, faut que je fasse du bénévolat, faut que je fasse quelque chose, Ouais. tu vois, que je m'implique dans des projets» et me dire que moi, j'ai pu avoir cet impact-là sur la vie de quelqu'un, c'est ouf. Ouais, bien sûr. C'est extraordinaire, tu vois? Et tout ce coup de blues que j'avais eu avant avec mon tournage, machin, crise existentielle, c'est parti immédiatement. Tu vois? Genre tout a été oublié, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça. Ça a du sens». Tu vois? Donc et du coup, ça me fait réfléchir. Ça me dit, c'est ce j'ai un peu plus envie d'orienter ce que je fais vers ça, tu vois? Des vidéos qui ont du sens, Ouais. qui ont du C'était ma question d'ailleurs. Si demain je fais des vidéos, bon, de mariage ça compte pas parce que tu donnes des émotions et cetera, mais des vidéos corpo, c'est un peu, le truc le plus austère que tu puisses faire quand tu fais de la photo ou de la vidéo parce que, enfin, c'est méga carré, c'est costard cravate, c'est la défense. Est-ce que quand tu le faisais toi, tu avais déjà cette réflexion de: «Ah, j'aime pas trop» ou tu avais pas cette réflexion-là encore et c'est vraiment venu depuis, quelques semaines? alors j'ai toujours kiffé, essayer de faire des vidéos un peu plus émotion, un peu plus qui ont du sens. Ouais. Souvent dans les tournages que je fais, quand j'ai des interviews à faire, corpo machin, il y a toujours quelqu'un qui me fournit une grille de questions parce qu'ils veulent que la vidéo soit carrée, parce que voilà, forcément, ils ont des objectifs, des machins. Bien sûr. Et très souvent, pour des interviews, je vais complètement hors piste et je creuse. Et en fait, j'essaie de parce que quand tu interviews des PDG, des managers, des machins, ils ont tous un discours pré-préparé, c'est génial, c'est En super. fait, tu fais un peu ta Élise Lucet, c'est ça? Oui, voilà, moi, mon objectif, c'est Monsieur Cahuzac. ouais, parlez-moi. Mais en fait, c'est pas sincère. Tu vois, c'est des trucs qui sont pas sincères. Et en fait, si tu creuses un petit peu, donc quasiment tous les tournages que j'ai fait comme ça, Tu les fais chialer. Ils pleurent tous. je les fais, voilà, y compris les gens qui regardent. Et non, mais si tu creuses un peu, tu vas réussir à obtenir quelque chose d'authentique, de sincère. Ouais. Et 9 fois sur 10, c'est ce truc-là qu'on a utilisé, le truc sincère, l'émotion, plutôt que le truc pré-préparé, D'accord. tu vois? OK. Donc pour répondre à ta question, je pense qu'il y a toujours moyen de réussir à, voilà, tirer quelque chose de sincère. Et en plus, tu sais, un âge où, tout est trop lisse, que ce soit tous les connards sur Instagram ou LinkedIn qui te font des trucs, générés par ChatGPT, ou toutes les vidéos Instagram trop lisses, trop polies, Ouais. trop machin. Si tu arrives à faire un truc authentique, sincère et que tu arrives à toucher, tu sais, une corde, une émotion, et les gens ils voient que c'est authentique, que c'est vrai, tu vois? Et pour moi, ça a du sens. Maintenant, c'est sûr, j'ai fait un paquet de projets alimentaires parce qu'il fallait manger, hein, mais plus ça va, plus j'essaye, tant bien que mal, de tendre vers des projets un peu plus émotion, un peu plus sincères. Donc tu as aussi un peu l'impression que les gens sont saoulés de voir des trucs trop produits, trop, j'ai plus le terme, mais en gros, c'est trop lisse, quoi. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y a une tendance sur YouTube qui est de revenir à des trucs un peu dégueux, qui avec la caméra qui bouge, avec des c'est pas très bien cadré, machin, parce que tu as des ultra productions qui sont un peu trop normalisées. Aujourd'hui, les youtubeurs les plus connus, tout est méga lisse, quoi. Aseptisé, ce que je cherchais comme mot. Mmh mh. Et donc il y a un peu ce marché qui se réouvre de: «C'est vas-y, j'ai une webcam en 360p, c'est dégueulasse, je me prends tout seul et je te dis un truc qui sort de mon cœur» et les gens font: «Ah, c'est génial». C'est un peu trop sur toi, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est le créneau que tu veux prendre. Ouais, je sais pas encore quelle forme ça a. Comme vous avez vu, on a des louches, c'est méga bite à couteau. Bah, ouais, mais c'est ouais, mais tu vois, ça, je trouve ça plus sincère quelque part. Tu vois, c'est assumé de dire: «Bah, on le fait à l'arrache, mais c'est cool».
Tu vois? Et je trouve ça nettement plus sincère. Et moi, je suis vraiment partisan de ce truc de, en fait, bah ouais, essayons d'arrêter de faire des trucs trop factices, trop lisses, trop propres. Et en fait, ouais, venez, on raconte des vraies histoires, quoi. Tu vois? Je suis partisan de si c'est mal filmé, mais que tu racontes un vrai truc authentique, ce sera toujours plus intéressant qu'un truc, hyper lisse avec la meilleure caméra, les meilleures lumières, les meilleurs machins, mais où tu as pas d'histoire. Donc en fait, le Blair Witch Project avait tout compris dès le départ, quoi. Bah, dès le départ, tu vois? C'est partons de l'histoire, partons du cœur du truc, du message et puis, le reste, tu vois, c'est accessoire. Donc là, sur tes prochains projets, donc tu m'en as un petit peu parlé, il y a une idée de faire un podcast, pas vraiment, c'est quoi un peu le... Ouais, en fait, si tu veux, bah, suite à ces conversations que j'ai eues quand je faisais cette vidéo sensibilisation au handicap, en fait, je me suis rendu compte que ce que je kiffais, c'était, justement creuser, interviewer des gens OK. et réussir à creuser, obtenir la matière brute, je sais pas, en fait, et essayer de comprendre comment les gens fonctionnent et ça, je crois que j'adore ça et alors je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais j'ai envie de creuser un petit peu ce filon et voir où ça mène, tu vois? Que ce soit un podcast, que ce soit une émission, que ce soit quelque chose, je sais pas. Ça, c'est une première chose et en fait, je crois que moi, ce que j'adore, ce qui me passionne, paradoxalement, c'est les gens passionnés. Mmh. Tu vois? Genre Mmh. discuter avec des gens qui sont mais méga passionnés par un sujet, ça moi enfin, je trouve ça ouf. Bien sûr. Décortiquer un peu leur cerveau, dire: «Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es passionné par tel truc qui, moi, me paraît obscur?» Ouais. Je trouve ça génial, tu vois? Vraiment, c'est, Et donc ce serait quel type de passion? Parce que j'ai vu que tu avais le projet de parler à un trapéziste, par exemple. ouais, C'est hors du commun. en fait, j'ai un pote à moi qui est acrobate et il fait des saltos, des vrilles, des machins, Mmh. vraiment, c'est dingue ce qu'il fait et en fait, c'est un mec, toute sa vie est câblée autour de ça. Ouais. Vraiment tout. C'est-à-dire qu'il a un taf qui est purement alimentaire et qu'il a choisi pour lui dégager suffisamment de temps libre pour pouvoir consacrer tout le reste de son temps à l'entraînement. Tout ce qu'il mange, toute sa vie est organisée de sorte à ce qu'il puisse, heu, vivre de cette passion qui est faire des acrobaties, des saltos, des machins, faire des vidéos, qui ne lui rapportent rien. C'est pas il est pas cascadeur dans des films, c'est purement artistique. C'est-à-dire lui, son kiff, c'est, de faire des vrilles, des saltos, faire des formes avec son corps en fait, Ouais, quelque bien part, sûr. mais il a une vision artistique et ça me rend ouf. Je me dis: «Mais toute sa vie, vraiment 100 de sa vie est câblée pour optimiser son temps où il peut être artiste». Je trouve ça ouf. Je trouve ça fascinant, tu vois? Genre c'est vraiment à l'encontre de tout ce que je connais, tu vois? Et je trouve ça beau. Ça se dit qu'il y a des gens qui soient passionnés comme ça, je trouve ça génial. Bah, c'est clair. C'est inspirant. Et donc tu as pensé à quoi comme format pour le faire? Je Donc le mot podcast est sorti, mais podcast c'est hyper galvaudé, enfin, Ouais, en fait, c'est ça, si tu veux, moi, il y a un truc que j'adore, c'est, sur Netflix, tu vois, la série Chef's Table. Tu vois, documentaire avec des images vraiment léchées où tu vas chercher, alors tu as une production audiovisuelle qui est canon et à côté de ça, tu vas creuser, dans la vie de chef, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Ça, ouais, j'adore. Le format podcast, j'adore aussi pour son côté un peu informel et du coup, là, je me dis: «Est-ce qu'il y a pas un truc où je peux essayer d'être un petit peu entre les 2?» d'accord. C'est-à-dire faire un truc, très visuel, très beau, mais où en fait on parle de passion, on parle avec nos tripes et puis il y a pas un truc surfait où c'est vraiment, conversation, Ouais. comme si on était potes quoi. C'est, tu vois vraiment, Est-ce que du coup ça a vocation à être écouté purement en tant que podcast audio? Ou alors, non, on est plus sur de la j'en vidéo, ai pas tu la sais moindre pas? idée. Là, je suis vraiment en mode, je réfléchis à ce que je veux faire, tu vois, on en parlait tout à l'heure de, vouloir un nouveau projet, là j'en suis à là. Là, j'ai besoin d'un nouveau OK. truc là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est pas encore 100 acté, mais j'ai besoin d'un nouveau truc pour me stimuler si Ouais, je veux devenir fou quoi. C'est ça le OK, donc c'est la next step. c'est ouais, c'est la next ouais, next direction. J'ai pas de step Très encore, bien. mais Écoute Marc, je vais te demander, une question que tu poseras au prochain invité. Je ne sais pas qui ce sera, c'est encore méga flou. Encore une fois, on fait ça un peu à l'arrache. OK, As-tu ta question déjà? j'ai une question. On t'écoute. Donc, pour la prochaine personne qui passe sur le podcast, quelle est la plus petite décision que tu as prise dans ta vie qui a eu le plus gros impact? Donc c'est Super. un peu l'effet papillon. Voilà. Et donc ta réponse à ça, ce serait quoi? Putain, moi j'en ai plein. Soit je peux raconter le truc de l'anecdote, enfin mon pote qui m'envoie une citation et ma vie après un virage. Ouais. Soit je peux raconter une deuxième. Vas-y. Quand j'étais en prépa ingénieur, j'étais hyper perdu, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que l'ingénierie c'était pas mon truc, mais j'avais pas d'issue. Et il s'avère que j'étais en coloc dans une maison Mmh. qui était mais dans un état de délabrement le plus total, avec de l'amiante dans les murs, enfin c'était un carnage. Et la raison pour laquelle je raconte ça, c'est qu'on était 9 dans cette coloc. Il s'avère que, la prise pour la box était dans ma chambre, ce qui faisait que pour avoir accès à internet, les gens devaient se mettre dans la cuisine qui était, collée à ma chambre. Donc ils avaient pas forcément internet dans leur chambre à eux. C'était trop d'amiante dans les murs, trop de plomb, trop de cochonneries.
Et bref, il y a je suis en cours, machin, et puis il y a un prof qui est malade, donc à la base, on devait partir avec des potes faire un Burger King, mais moi, j'avais oublié ma carte bleue ou un truc comme ça. Donc je retourne. Il y a plein d'éléments, mais vous avez en fait, Ouais, bien sûr. il y a une raison, il y a une logique. Donc j'avais oublié ma carte bleue, donc je retourne la chercher pour aller à ce Burger King avec ses potes. Donc je retourne la chercher, à la maison. En rentrant, je vois qu'il y a un de mes colocs qui est dans la cuisine, parce qu'il avait besoin d'avoir accès à internet. Et en fait, donc je discute un peu avec lui, et puis je vois qu'il est sur un site, il est en train de s'inscrire dans un truc. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» En fait, il me dit: «Écoute, en parle pas trop parce que c'est un peu un bon plan en ce moment, mais c'est un concours passerelle qui te permet en gros, de tenter ta chance pour une école de commerce en venant d'une prépa ingénieur». D'accord. Et il a Ouais. parlé de ça et j'ai dit: «Ah Let's mais go. OK, c'est ça en fait». Trop bien. C'est complètement ça. Et en fait, ce qui est encore plus ouf, c'est que moi, j'avais aucune raison d'être dans cette coloc parce qu'à la base, en gros, moi, j'avais appelé, il m'avait dit qu'il y avait plus de place, et juste avant de monter dans un avion, quelques jours plus tard, je cherche encore un endroit où dormir, quand j'entre en prépa. Elle me rappelle Ouais. comme bien: «Il y a une place qui vient de se libérer» et tout machin. Donc elle me rappelait 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tard, C'était mort. c'était mort. Elle aurait trouvé quelqu'un d'autre. Donc déjà, de base, j'avais rien à faire dans cette coloc. Il se trouve que j'ai la chambre qui a la box internet. Il se trouve qu'il y a un prof qui est malade. Il se trouve que j'ai oublié ma carte bleue. Tout s'aligne. Il y a eu un concours de circonstances Ouais. qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et si tu prends n'importe lequel de ces éléments, il y en a pas un seul dont la conclusion c'était Marc ira en école de commerce. Tu vois? Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça, dans la vie qui Et au final, t'as fait que des virages, des drifts, des machins, et t'en es là aujourd'hui. Et il aurait fallu qu'il y ait juste un truc qui ait changé. Ouais, c'est ça. Ça aurait comment changé. Tu vois? Et moi je trouve ça magnifique. Pour moi, c'était un peu un côté l'effet papillon, et pour moi la vie c'est ça, tu vois? C'est comme ça que Ouais. je conçois la vie. Écoute, c'est 2 très belles anecdotes du coup, avec celle de ton pote qui fait une citation bouleversante. Bien sûr. Bah écoute, c'est parfait. Je te remercie, Marc. Ça fait à peu près 1h15 qu'on parle, qu'on enfonce des portes ouvertes, qu'on parle de toi et tes motivations. Oui. Est-ce que t'as un mot de conclusion? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, simplement? Je sais pas si j'ai le street cred suffisant pour donner des leçons de vie, mais non, moi ce qui m'anime, c'est de tester des nouvelles choses et de vivre sans regret, quoi. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est ouais, bah, tu as cette idée, teste, lance-toi, au pire ça marche pas, bah, c'est pas grave, au moins tu pourras pas vivre en te disant: «Putain, et si j'avais fait ça, quoi». Magnifique. Et donc, on peut te retrouver sur Instagram à @marcadjamou. Bon, bref, je le mettrai en. Ouais, ce sera plus simple avec un gars parce que j'ai un nom qui est impossible à épeler. Non. Merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir. J'adore. C'était cool. Ouais, c'était cool. Franchement, nice. Ça fait bien, hein. Ouais, bah merci. Je suis un peu un goujat, j'aurais peut-être dû te poser plus de... Mais non, Marc, tu n'as pas été un goujat. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement, Marc ou moi, pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. On se dit donc à dans 2 semaines, et en attendant, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?